Allô tout le monde! En début de podcast, je voulais absolument dire un énorme merci à notre partenaire officiel de cette aventure en Italie, Pizza 900, qui croit au projet Elle explique depuis le jour 1. Je les aime d'amour. Je souhaite un bon podcast. Allô tout le monde, bienvenue dans ce 3e épisode d'Elle explique en route vers les Jeux d'hiver 2026. Je suis vraiment contente parce que je voulais parler de ce sujet-là absolument quand on a décidé qu'on se lançait dans Charles et moi, parler un peu de l'univers olympique. La santé mentale est tout de suite venue comme un des sujets primordiaux. Et on a un invité, un super invité, Charles Alexis. Allô? Allô? Salut! Alexis Gagnon-Dolbec, psychologue pour Équipe Canada, psychologue sportif. À quel point la santé mentale... Moi, je vais entrer direct dans le vif du sujet. Là. Ouais. La santé mentale, ton rôle de psychologue sportif est essentiel dans une équipe comme Équipe Canada. Ben, c'est essentiel si tu veux... Tu sais, dans le fond, le sport de haut niveau, c'est pas un environnement qui est normal. Donc, si tu n'adresses pas les enjeux de santé mentale, s'il y a des cracks, ça va faire. Ça, c'est sûr et certain. Puis, comment je le vois, tu sais, la santé mentale, c'est un peu la fondation de la pyramide. Évidemment, on va parler beaucoup d'optimisation de performance. Ouais. Mais si ça va pas bien, si tu as des enjeux de santé mentale, s'il y a des trucs que tu n'oses pas adresser ou que tu veux pas adresser, le sport de haut niveau risque de faire éclater ça. Fait que, tu sais, de l'adresser en amont, pour moi, ça protège non seulement l'athlète dans sa capacité à performer, mais aussi dans sa capacité à apprécier l'expérience. Mm-hmm. Fait que, je sais pas à quel point c'est comme essentiel, mais je pense que c'est une bonne affaire. J'allais te demander c'est quoi ton rôle. Ben, c'est une bonne affaire. Je pense que ouais. Mais j'allais te demander c'est quoi ton rôle en tant que psychologue sportif. On dirait que j'ai le goût d'entendre Charles là-dessus parce que t'en as eu des psychologues tout au long de ta carrière d'athlète. C'est quoi le rôle, dans le fond, d'Alexis? Ben, de s'assurer que chaque athlète individuellement se sente bien par rapport à la situation, parce que de voyager en équipe, d'être tout le temps avec le même monde, 24 heures sur 24, c'est quasiment un big brother. Là, c'est littéralement quasiment. À un moment donné, si tu s'entends pas bien avec quelqu'un, ça peut être irritant au plus haut point. Fait que, d'avoir quelqu'un qui est là pour justement aider le monde à bien se sentir juste dans l'équipe, ça, c'est la base. Puis après ça, optimiser la performance et s'assurer que la personne elle soit prête le jour J. C'est super important. Puis tu peux ne pas l'utiliser. Il y a des compétitions que j'ai pas eu besoin de parler au psychologue ou au préparateur mental parce que j'allais bien. Mais si comme il parle, c'est une petite craque dans ta préparation, utilise-le. La ressource est là, comme go. C'est la personne qui va te faire bien te sentir. Puis il y a des moments où j'en ai eu beaucoup besoin puis ça m'a beaucoup aidé. Puis je dirais que dans ma carrière, même au niveau sportif, avec la fédération, l'importance d'un support mental avec un psychologue ou un préparateur mental a été vraiment accentuée, accrue avec les années. De 2006 à 2022, le support au niveau mental n'était pas pareil. Là, ça a évolué énormément. On en avait un à tous les jours avec nous à l'aréna, à tous les jours de l'année. Là, fait que c'est ça. C'est vraiment, ça a évolué. Ouais, puis je pense aussi les tabous, 100%. Évidemment, qui ont tombé avec le temps. Jusqu'à 35% des athlètes d'élite vont toucher des troubles de santé mentale, selon c'est ce que les études suggèrent, mais on n'attend pas d'en toucher ou d'en vivre, si je comprends bien. Idéalement. Exact. Ton rôle là, dans... Là, on est en année olympique, mais après ça, tu as les semaines avant de partir, puis tu as les Olympiques en soi. Parle-moi un peu de ton rôle dans les dernières semaines. Les dernières semaines, ça a été très chargé. Là. C'est honnêtement le moment de ma vie où j'ai le plus travaillé. Ça ressemble à quoi? Tu essaies de tout wrap up ensemble. Tu essaies de tout ramener ensemble. T'sais, pour moi, c'est pas... On n'essaie pas de se préparer à un événement. Ça fait 4 ans ou même des années qu'on essaie de se préparer à ça. Fait que c'est l'idée vraiment de, OK, qu'est-ce qu'on a fait depuis 4 ans qui a bien fonctionné pour tout arriver à résumer ça. Puis parallèlement à ça, qu'est-ce qui s'en vient? Quel enjeu? Tu sais,
Il y a Olivier Jean, je pense, avec qui tu as patiné, qui dernièrement a lâché. Tu sais, les Jeux Olympiques, c'est la même affaire, mais c'est pas la même affaire. C'est les mêmes gens qui vont compétitionner. Moi, je travaille beaucoup avec le patin de vitesse courte piste. Puis tu sais, ils vont continuer à tourner en rond à gauche. Là. Ça va être exactement la même chose, contre exactement les mêmes personnes, mais il y a quelque chose de différent avec les jeux. L'environnement, les demandes, les stresseurs font en sorte que c'est complètement différent. Même si tu vas essayer d'appliquer la même recette, tu ne l'appliqueras pas dans les mêmes conditions. Fait que depuis quelques semaines, c'est beaucoup, OK, quelles conditions s'en viennent? Puis comment on peut arriver à essayer de se préparer le mieux possible à ça? Selon moi, c'est impossible de recréer exactement les conditions qu'on va vivre au jeu, mais on peut essayer de se préparer un peu comme des astronautes qui vont dans l'espace. Tant que tu n'es pas dans l'espace, tu n'es pas exposé aux conditions de l'espace. Par contre, ils vont aller s'entraîner dans, je pense que c'est de la plongée sous-marine qu'ils font. Mais ils vont aller... vous l'appliquez, là, ça, là. Les semaines avant de partir, là, comment tu recrées cet espace-là? Tu me parlais de vibration. Ouais, tu sais, mettons, par exemple, on sait que la foule va être un facteur. Puis nos athlètes, même s'ils ont beaucoup d'expérience sur l'équipe, puis je parle de nos athlètes, je parle de l'équipe nationale de patin de vitesse courte piste, ils ont beaucoup d'expérience, mais il n'y en a qu'une seule qui a vécu des Jeux Olympiques avec une foule. Toutes les autres, c'était à Beijing, c'était une année COVID, donc oui, ils ont une idée. Je pense qu'ils sont rendus bons à gérer les bruits de son artificiels. Mais la vraie foule des Jeux Olympiques, il y a seulement Kim Boutin qui l'a vécu. Donc, ce qu'on a fait, c'est OK, c'est quoi les facteurs, les stimuli propres à une foule? Il y a beaucoup de sons. Fait qu'on a de la misère à communiquer. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le niveau de son dans l'aréna pour recréer une situation où tu n'es pas capable de communiquer avec ton entraîneur comme tu pourrais le faire normalement. L'activation aussi, une foule, ça va énergiser l'athlète. Mais dans un sport comme le courte-piste où tu veux garder un certain tempo, il y a une certaine stratégie, être énervé un peu trop vite, ça peut être au détriment de ta tactique. Donc, on va mettre de la musique très upbeat. Là, il y a un gros mix de techno qu'on met pour vraiment essayer de stimuler cette flamme-là, cette motivation-là, ce niveau d'énergie-là. Puis, il y a aussi l'aspect vibration. Qu'une foule qui crie, ça a l'air que ça fait... Charles, je pense que tu pourras en parler. Mais je pense que ça fait vibrer en dedans. Exact. Ça résonne à l'intérieur. Tu t'entends même pas penser. Là. Mettons surtout dans les relais que j'ai faits, les courses individuelles, tu es plus concentré, c'est plus continu. Tandis qu'un relais, c'est que tu fais un tour et demi, tu pousses. Après ça, tu as 4 tours et demi à... Tu es debout, tu relaxes. Tu veux relaxer. Mais même la foule, là, elle est dans ta tête, elle est dans toi, elle est partout. Puis... c'est ça qui est difficile à recréer parce que une foule olympique, c'est unique. C'est unique, là. Le monde, il gueule pendant tout le relais. C'est pas juste les 5 derniers tours, c'est dès le coup de départ. C'est à toutes les courses. Puis après ça, tu peux pas communiquer avec soit ton entraîneur qui est sur le bord de la bande, que des fois, il va te donner des conseils. Ça, c'est... T'es pas capable de l'entendre. C'est ça, il faut que tu fasses des signes. Il faut qu'il y ait des signes qui soient créés pour que tu comprennes ton entraîneur. Après ça, dans un relais, communication constante avec les coéquipiers à l'intérieur, là. Et quand tu pousses, mais quand tu n'es pas capable, que tu cries toutes tes forces en même temps que de pousser, puis de patiner, puis d'être essoufflé, puis tu veux dire quelque chose, puis il t'entend pas, il faut qu'il y ait des eye contact, il faut que ce soit différent, et puis le stress aussi d'être là sur le moment. Tu peux pas recréer ça à l'entraînement. Aidez-moi à comprendre comment toute cette préparation-là, puis ces petits détails-là font la différence, dans le fond, point de vue mental après ça. C'est que, tu sais, par exemple, les vibrations, tu sais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué des gros subwoofers où c'est que de la vibration. L'humain, si tu l'exposes à un stimuli, il arrive 2 choses. La première des choses, il prend confiance qu'il est capable de tolérer ce stimuli-là. Donc, évidemment, c'est pas la même chose, mais tu sais, j'ai ressenti des vibrations à l'entraînement. Oh, OK, à Milan, ça vibre. Ah, OK, j'avais eu un bon training la dernière fois, je suis pas déstabilisé. Fait qu'il y a un aspect de prise de confiance par rapport à ça. Il y a aussi capacité d'adaptation. À l'entraînement, par exemple, Charles parle de OK, ça prend des codes de signes. À ce moment-là, tu viens de t'entraîner à performer dans cet environnement-là. Fait que tu peux développer des nouvelles techniques, des nouveaux outils. Puis au niveau de la sentiment de préparation, aussi tu te sens plus prêt. Puis si tu te sens plus prêt, ça devient plus facile de gérer, de dealer avec toute une pression si tu as la confiance que tu es bien préparé. Fait que c'est un peu tous ces éléments-là. Je comprends. Donc, la préparation semble vraiment la clé, mais après ça, tu l'as dit d'entrée de jeu, à quel point c'est différent, l'expérience olympique, comparativement à tout ce que les athlètes vivent au day-to-day dans les dernières années.
C'est quoi les facteurs qui vont vraiment entrer en ligne de compte pour venir jouer sur la santé mentale d'un athlète, outre la performance, mettons, qui est comme, c'est évident. Après ça, tu as le rôle des médias, le rôle des familles, le rôle des réseaux sociaux. Je veux t'entendre. La sécurité. Je pense que le rôle qui est le plus distrayant pour un athlète, c'est que absolument dans une Coupe du Monde ou dans une compétition canadienne, c'est que tu es dans ta chambre de préparation, puis là, tu t'en vas à l'appel. L'appel, c'est où est-ce qu'on met nos patins avant d'embarquer sur la glace. C'est que tu pars de la chambre, tu marches, tu t'en vas, tu t'assois, tu mets tes patins, tu embarques sur la glace, tu sors de la glace, tu t'en vas dans la chambre. C'est pas mal ça le résumé. T'sais. Tandis qu'aux Olympiques, c'est que là, il faut que tu aies ta carte avec ton accréditation, parce que si tu n'as pas ton accréditation, tu peux pas passer, mettons, entre deux portes. Parce qu'il y a quelqu'un qui va regarder ton accréditation, puis si tu l'as pas, ben, tu pourras pas passer. Fait que si tu es un peu en retard, tu es sous stress, tu oublies ta carte, là, ça peut être un méga stress encore plus élevé pour justement, hey, là, je vais être vraiment en retard pour ma course. Fait qu'il faut que tu aies ton accréditation, puis tu as un chemin à suivre. Tu peux pas aller n'importe où. Tu peux suivre ce chemin-là jusqu'à une place, puis là, tu t'assois, tu as quasiment ta place écrit ton nom dessus. Tu peux pas te déroger de ça. Fait que si, mettons, moi, quand j'étais athlète, j'aimais ça être le plus proche possible de la porte. Mais si c'était pour moi, je savais qu'aux Olympiques, ça n'allait pas possible. Fait que quand je faisais des compétitions proches des Jeux, je m'assoyais n'importe où pour essayer de me préparer hey, je serais pas tout le temps à côté de la porte. Fait que c'est plein de choses comme ça avant d'arriver à la course que ça peut jouer dans la tête de quelqu'un si t'es pas prêt à ça. T'sais, ça peut t'enlever ton focus assez rapidement. Puis après ça, c'est vrai que la famille, mais moi, j'ai eu ma famille avec moi sur place, avec moi, ça glace. Mon père, c'est le directeur haute performance durant 15 ans. La famille était c'est dans le patin, là. Ma famille, c'est le patin. Fait que, allô, papa. Il est très présent. Ouais. Mais comment, là, justement, ton rôle arrive en ligne de compte? Parce que là, je comprends qu'il y a vraiment des petits détails qui font toute la différence. Genre la porte, là, puis ta carte, puis peut-être qu'un athlète a 2-3 autres affaires à penser dans sa tête que sa fameuse carte, mais en même temps, ça y apprend. Fait que ton rôle en tant que psychologue sportif à ce niveau-là, de dire, hey, calm down. Ben, en fait, c'est on le voit venir. C'est que, tu sais, on le sait. Fait que quand je parlais, mettons, des dernières semaines, ben, une des choses que je me suis assuré de faire, c'est que chaque athlète qui va être là-bas, on parle des distractions qu'ils ont rencontrées dans les 4 dernières années. Puis qu'on le sait qu'ils sont peut-être plus sensibles à ça. Tu sais, Charles parle, mettons, de sa place dans le vestiaire. C'est pas nécessairement tout le monde qui va avoir ça, mais chaque individu va avoir ces petits trucs qui vont gosser. Ouais. Ben, on le sait que ça va gosser. On va le préparer. La clé, en fait, c'est identifier ça va être quoi la distraction. Identifie le genre de réaction que tu t'attends à avoir à cette distraction-là. Fais juste te poser la question d'avance comment tu veux réagir à ça. Fait que là, tout d'un coup, tu as un blanc, t'as un plan, tu es capable de le reconnaître quand ça arrive, puis tu sais déjà comment tu veux agir là-dessus. Fait que c'est ça, c'est vraiment beaucoup un travail en amont de tous les petits pépins qui pourraient se produire, qu'on sait qu'ils vont se produire, puis aussi, tu sais, la clé de le normaliser. Et c'est gossant aller au jeu, là. Tu sais, c'est pas... vraiment gossant comme expérience. Mais c'est vraiment by the book, là. C'est comme tu peux pas faire autrement que ça, tu sais. Puis ça va, après, c'est les médias, puis comme t'as un serpentin de comme 300 médias qui sont là, absolument, t'en as un. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien. C'est ça, exact. Aussi. Puis c'est à chaud, là. C'est comme, tu viens de sortir de ta course, ça fait genre 1 minute et quart, là. Puis t'as comme un micro en face, puis si t'as le goût de pleurer, ben tu pleures devant la caméra. Si t'as le goût de donner un gros coup de poing, ben... Tu le fais pas. Tu le fais pas, mais tu le vois, là, c'est ça, exact, tu le vois. Ça se ressent, là. J'interromps le podcast quelques secondes parce que je dois vous parler de Pizza 900, notre partenaire officiel de cette aventure en Italie. Pizza 900 qui fait de la pizza de calibre italien amplement. On en mange depuis qu'on est arrivé. J'en mange toujours au Québec. Même affaire. Qualité incroyable. Pizza 900 quand même qui est dans le top 50 des meilleures pizzas napolitaines dans le monde. C'est pas peu dire. Je les aime comme pas possible. Et je les remercie parce que c'est pas mal grâce à eux qu'on peut vous livrer une expérience aussi incroyable. À quel point il y a des coupures qui sont nécessaires pendant la période olympique? Je parle de coupures de tout ça, là, de cellulaire, d'écran, oui. De peut-être parler à sa famille aussi, là, à toi de me le dire, là, mais si ta mère, ça devient un stress au final, même si c'est ta personne préférée. Les médias aussi, parce que, tu sais, à quel point il y a des coupures à faire dans ce moment-là? Pour moi, c'est de la gestion plus que de la coupure. Okay. Parce que, tu sais, c'est comme, mettons, les médias sociaux. Moi, je suis tellement content quand les gens avec qui je travaille me disent « Ah, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. »
Ça me rend heureux. Je suis comme, OK, ça veut dire que la personne n'a pas besoin de gérer ça. Parce qu'il y a quand même une game aussi de médias sociaux, puis c'est leur carrière, il y a beaucoup d'exposure. Donc, il faut qu'ils en profitent aussi. Ça, on comprend, mais pas au détriment de la performance. Fait que si quelqu'un d'autre peut s'en occuper pour eux, tant mieux. Juste de doom scroll, qui est honnêtement une technique qui est utilisée par certains athlètes pour juste mettre leur cerveau à off quand c'est le temps de le mettre. Ben, leur Instagram, c'est toutes des affaires de patins. Fait que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du vrai doom scroll. Non, c'est ça. Mais ça, on va le préparer d'avance. Fait que, tu sais, j'ai des gens avec qui je travaille qui ont 2 Instagram, puis qu'il y en a un, c'est littéralement juste des vidéos de chats, des vidéos d'oiseaux. Là. Ça fait du bien. Ben, moi, je pense que oui. Plus des recettes, que. Puis c'est ça. on chill. Tu sais, whatever, ce qui te fait du bien, qui met ton cerveau à off, c'est ça qu'on va vouloir aller chercher. Mais vous devez quand même prioriser peut-être de la lecture ou quelque chose d'autre que de dire doom scroll sur TikTok. C'est encore drôle. Ça dépend des. Pour la majorité du monde, je vais dire oui. Mais pour certains, c'est ça qu'ils aiment. Si ça leur fait du bien. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, de lire des fois, puis ça, avec les athlètes olympiques, il y en a beaucoup qui me sortent ça, que ah ouais, je lis. Puis là, tu demandes, OK, qu'est-ce que tu lis? Des livres de développement de soi. Je suis comme, tu mets pas ton cerveau à off dans ce temps-là. Ouais. Tu fais juste le faire spinner encore ça, plus. exactement. Exact. Fait que c'est toujours, en fait, tu sais, c'est quoi la fonction que tu fais? Si le doom scroll, pour la majorité des gens qui sont, tu sais, mettons, c'est pas bon, là, ça amène un paquet de problèmes. Mais si un athlète a besoin de 15 minutes à juste mettre le cerveau à off et pas y penser, puis c'est ça qui fonctionne, on va l'utiliser. Mais puis pour la famille, c'est la même chose. Est-ce que ta famille peut être une distraction à certains moments? Est-ce que ta famille peut être épuisante à certains moments? C'est fort possible, puis c'est rien de personnel. Là. Mais c'est juste ça, de le préparer, de le gérer. Puis à d'autres moments, ça se peut que c'est comme, hey, c'est la meilleure affaire qu'ils pouvaient faire. Fait qu'il n'y a pas de coupure nécessairement, plus de la gestion. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, si ça ressemblait à ça. Est-ce que tu les avais, tes réseaux sociaux? Ben, en fait, moi, en termes de réseaux sociaux, je suis pas un gars qui était accro à ça, mais j'aimais ça, pouvoir faire mes trucs. Puis pendant les 2 derniers jeux, il y avait du monde qui s'occupait de poster des choses par rapport à mes performances, puis qu'est-ce que je faisais au jeu. Mais tu sais, j'avais quand même mon téléphone, puis j'aime ça regarder. Puis c'est pas quelque chose qui m'affectait personnellement, mais je sais que d'autres personnes dans l'équipe faisaient une coupure, délitaient toutes les applications de réseaux sociaux. Puis tout ce qu'ils gardaient quasiment, c'est comme le téléphone pour parler à leur famille, puis tout ça, that's it. Parce que vous devenez... Mais il faut que tu te connaisses. Ouais. Comme, moi, si je faisais ça, ça m'aurait peut-être plus dérangé que de juste pogner mon Instagram puis regarder Instagram un petit peu. T'sais. Parce que vous devenez tellement les héros du pays pendant un certain temps, mais tu deviens aussi la cible de critiques, évidemment. Ouais. Ça vient avec ça. Fait que je pense qu'il y en a pour qui c'est nécessaire, cette coupure-là. Et là, en ce moment, en pleine effervescence olympique, ben c'est une chose, c'est trippant, c'est hot, puis ton rôle est essentiel parce qu'il y en a pour qui aussi c'est plus difficile. Il y en a beaucoup qui ont parlé de dépression post-olympique aussi. C'est-à-dire que autant qu'on est dedans là, que dans 12 jours, on sera plus dedans. Puis ça, c'est une réalité aussi. Tu suis les athlètes par la suite? Évidemment, ouais. Puis je suis pas seul. C'est ça qui est cool, tu sais, au Canada. Puis ça, je vais faire un petit shout-out, là, mais le programme Game Plan s'assure qu'il y a des gens qui vont contacter chaque athlète après les Jeux. C'est un programme des Jeux? C'est un programme national, en fait, Okay. qui est là à jeu, pas jeu, il est là tout le temps. Puis c'est vraiment un gros allié au niveau de la santé mentale. Il y a des budgets aux athlètes pour aller consulter des psychologues, mais particulièrement pour je dirais un peu le blues post-jeu, ils vont s'assurer de contacter les athlètes, peu importe comment ça a été, pour juste savoir comment ça va, puis offrir des ressources si jamais il y a besoin. Fait que ça, honnêtement, là, c'est génial là-dessus. Moi, évidemment, de mon côté, les athlètes avec qui je travaille, ben, je vais continuer à travailler avec eux après les Jeux. Fait que c'est sûr que je m'attends à travailler après les Jeux un peu avec eux. Que ça ait bien été ou que ça a mal été, des fois, il y a un changement. Ben, pas des fois, je pense assez souvent. Je pense mais il y a une drop aussi, dans le Ouais. fond, même si ça va ultra bien. Là, c'est qu'à un moment donné, les gens ils parlent plus de toi, puis le hype diminue quand même. Dans le fond. Ouais. Mais mettons, nous, dans le courte-piste, la particularité de notre saison, c'est que souvent la saison de l'e-sport, ça finit au jeu. Après les Jeux, saison terminée, puis ils passent à autre chose. Nous, 2 semaines et demie après, il y a le championnat du monde. Fait que peu importe l'année que les Jeux,
il y a toujours, tu reviens à la maison, c'est pas comme, hey, je m'en vais faire la fête, j'ai du succès ou ça m'a l'été, je m'en vais chez nous, puis comme, non, il faut que tu retournes à l'entraînement, il faut que tu t'entraînes encore. Pareil, comme avant les jeux, parce qu'il te reste 2 semaines et demie. C'est le fun, ça fait des petits mois de février, relax. Fait que tu reviens à la maison, tu t'entraînes, mais en même temps, je trouve ça quand même le fun parce que ça laisse le temps, la poussière à retomber pour ceux qui ont été trop, mettons, pas trop, mais comme qui ont été super bons. Mais ça fait juste, ben, je recommence à m'entraîner, puis j'ai quand même un autre objectif pour finir la saison, puis je veux finir en beauté, puis on était chanceux. Ça fait 4 cycles de 4 ans que les mondiaux sont à Montréal. Fait que ça fait longtemps, là, puis là, on sont encore à Montréal au mois de mars là, cette année. Grosse plug. Fait que... Montréal. Non, fait mais ça, on revient à la maison. L'inverse, ceux que ça m'a l'été, ça peut être leur moment de rédemption parce qu'ils vont être devant leur foule. Mettons, je parle pour nous, l'équipe canadienne, là, parce que c'est à Montréal. Ouais. Tu peux shiner à la maison puis avoir un mini hype puis un mini comme bombe sur « Hey, ça n'a pas bien été au jeu, mais hey, j'ai gagné 3 médailles à Montréal. » C'est quand même cool. T'sais. Ouais. Fait que, beau prix de consolation. Hey, moi, je veux vous entendre en terminant sur comment nous, cher public, avons un rôle à jouer sur la santé mentale de nos athlètes. Parce que je suis sûre qu'on peut, dans notre attitude ou juste en sachant à quel point c'est déterminant dans les athlètes qui sont présentement à Milan, est-ce que tu penses que monsieur, madame, tout le monde comme moi a un rôle à jouer pour aider? Ben, je pense que c'est... Puis ça, c'est mon humble avis. C'est pas... moi, je l'ai pas vécu, mais tu sais, respecter que ces gens-là, tout le travail qui a été mis d'avant, respecter que ces individus-là ont sacrifié un paquet de choses, s'investissent dans cœur et âme dans quelque chose qui n'a aucune garantie de succès. Puis ça, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gens en société qui vont être prêts à faire ça. Qui non seulement tout le travail qui a été fait, mais également, ils se mettent tout nus devant le monde entier, puis c'est comme, OK, vas-y, performe. Puis si, tu sais, les médias vont... C'est ça, que ça a bien été, que ça a mal été, tu vas avoir le micro d'en face en sortant. Combien de gens sont prêts à faire ça? Je suis venu ici un matin faire un podcast, j'étais stressé. Et puis c'était relax, là, c'était le fun. Mais en même temps, tu sais, je sais pas, je sors pas de la performance de ma vie. Fait que c'est juste une question de, pour moi, respecter puis reconnaître l'effort puis la qualité de ces humains-là. Puis que ça a bien été, là, tu sais, je veux dire, ou pas bien été. On s'en fout. Ce monde-là se sont mis tout nus devant le monde entier pour représenter leur pays, pour représenter la gang à la maison. Fais juste supporter puis respecter un peu le processus. Moi, je pense que c'est ça. Toi, Charles, y a-tu de quoi? Ben, dans la même lignée qu'Alexis, je pense que s'il y a une chose qui nous fait du bien, c'est le soutien, c'est le respect, c'est de sentir que le monde sont fiers de nous. Parce que, mettons, tu prends le pourcentage de monde, de Québécois ou de Canadiens qui s'en vont aux Jeux olympiques sur le reste du Canada ou le reste du monde, on parle pas de 1%. On parle du zéro avec plein de zéros, puis avec un genre de 1% après, comme 5-6 zéros. Fait que si on soutient ce monde-là, puis que ça a bien été, ça a mal été, un petit « hey, good job » ou un petit... Ça fait toute la différence. Parce que, mettons, là, je prends un exemple, il y a du monde, pourquoi ils haïssent les réseaux sociaux durant les jeux ou durant les compétitions, c'est qu'ils peuvent avoir 1000 good jobs. Puis c'est le fun. Tu vas les lire, mais il y en a un qui dit t'es une merde, mais c'est la seule chose que tu vas avoir en tête. Ça prend pas 1000 personnes, ça en prend une. Fait que ça prend une seule personne pour t'envoyer où est-ce que tu n'as pas besoin d'aller. Puis après ça, nous, le court à piste, si ça arrive la première journée des jeux, mais il te reste tout le reste des jeux, puis là, tu as juste ça en tête. Tu as juste ces 3 mots-là, t'es une merde, dans la tête pendant tout le reste des jeux. C'est fou, hein? Et ça, je vous confirme qu'on n'a pas besoin d'être un athlète pour se sentir comme ça. Puis juste un petit mauvais commentaire, je trouve que c'est une bonne manière de conclure parce que le public a un rôle à jouer. Les athlètes, faut juste qu'ils aillent chercher quelques médailles. Non, mais on veut être fiers de ces athlètes-là, mais clairement, nous, en tant que monsieur, madame, tout le monde, on va regarder ça, puis c'est complètement essentiel d'avoir cet état d'esprit-là. Ton rôle aussi, Alexis, est vraiment essentiel. Merci de nous l'avoir partagé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés.
pour cet épisode-là en pleine effervescence des JO. J'espère que vous avez aimé notre couverture jusqu'à présent. Nous, on a tout qu'un fun à Milan à couvrir tout plein de sujets. Vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux d'Alexplique et Charles qui nous fait des capsules aussi qu'on adore pendant les JO. Alors, j'espère que vous avez notre couverture. On se voit la semaine prochaine.